présentée par Laurence et Bruno Bell. Elle a été aussi organisée par une association qui s'appelle Compiègne en transition. C'est une association qui est formée majoritairement d'étudiants pour l'instant. À la base, c'était une association UTCN. On a décidé de devenir une association loi 1901 pour pouvoir aussi partager un peu nos actions avec le public compiègnois. Donc on essaie de promouvoir, comme son nom l'indique, la transition. Donc ça passe par des sortes d'actions de sensibilisation comme des amphis, des conférences, des ciné-débats. Et puis par des actions plus concrètes, comme l'association est toute nouvelle, on n'a pas beaucoup de membres, mais on espère s'agrandir et pouvoir mener des projets. Donc on va commencer vite parce que je crois que le timing est serré, mais du coup si vous avez des questions sur l'association, il y a des membres disséminés un petit peu partout dans l'amphi, donc appelez-nous et on répondra à vos questions. Bon, c'est moi qui démarre, c'est ça? Je regarde mon pense-bête quand même. Donc, bien, je me répète, mais bienvenue à vous, parce qu'entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Donc, nous allons vous présenter la conférence sur les arts de la permaculture. On va vous présenter ce que nous avons fait avec la permaculture. Cela n'a rien d'exhaustif et c'est notre expérience. Donc, vous pourrez la critiquer, apporter des idées. On est ouvert à toute proposition et à toute critique aussi, parce que la critique fait avancer. Donc je vous présente Bruno Bell, qui est donc professeur de génie chimique, de traitement de l'eau et avant tout un passionné de l'écologie extérieure. Normalement, oh. Alors je vous présente Laurence Bell. Laurence, si on la présente au niveau professionnel, mais elle a tellement de cordes à son arc que c'est difficile de la présenter sur tous les champs qu'elle a. Donc sur le champ professionnel, elle est relaxologue, sophrologue, somatothérapeute, psychosomatothérapeute, je précise. C'est important. Et c'est une passionnée d'écologie intérieure. Bah vas-y. Voilà. Merci. Donc on a voulu faire cette conférence parce qu'en fait, il y avait plein de questions sur la permaculture. Nous, on a pris un petit peu d'avance. J'ai suivi il y a 2 ans une formation de quinqueur en permaculture, un CCP. On a fait des expériences avec Laurence, on vous en parlera lors de la fin de la conférence sur un groupe qu'on a accompagné. Et les gens que l'on rencontrait nous posaient la question, mais la permaculture c'est quoi? Et en fait c'était hyper compliqué d'expliquer ça. Donc on s'est dit, on va faire une conférence. Et en plus les jeunes de l'UTC ont besoin vraiment qu'on les booste. Donc on a dit, voilà, on va venir avec les personnes qu'on connaît. On ne vous connaît pas tous, mais apparemment vous avez le message et vous êtes venus. Donc ça c'est sympa. Et donc voilà, on vous propose ce thème-là. Donc le sommaire qui va vous être présenté, d'abord on va aborder le contexte général d'aujourd'hui, de notre société dans laquelle on se trouve, et ce qui nous a poussé à porter une réflexion d'utiliser la permaculture dans notre réflexion. Donc la permaculture, une nouvelle culture. Ensuite on vous présentera notre design que nous avons fait sur notre lieu d'habitation. On vous fera un retour d'expérience sur un collectif que nous avons mis en place il y a maintenant 1 an. Nous avons accompagné des personnes sur leur propre design en permaculture. Ensuite, on terminera par des références. Donc vous verrez, on a classé les références par quelque chose d'assez léger et au fur et à mesure des références, on va dans quelque chose d'un peu plus pointu. Donc on espère répondre à tout le monde et qu'il y en ait pour tous les goûts. Et puis ensuite, on fera un temps questions. Si vous avez des questions à nous poser, si on peut y répondre, on y répondra. Voilà. Toi. Bien. Vous allez voir, on s'est réparti un petit peu la conférence en fonction de nos intérêts. Donc je réponds à la première question, la permaculture, c'est quoi? Et c'est vachement compliqué de répondre à cette question-là, parce que c'est tellement nouveau que y a plein de permaculteurs qui ont essayé de faire une définition et ça fait, vous allez voir sur Wikipédia, ça fait, allez, une belle phrase de 10 lignes et c'est incompréhensible. Donc nous, on a essayé de faire nos propres définitions en simplifiant vachement.
Ça donnerait notre définition. La permaculture, c'est concevoir et faire fonctionner des systèmes écologistes et humanistes. Et on va détailler qu'est-ce que ça veut dire concevoir, par exemple. Concevoir, c'est la conception du design. C'est une méthode de réflexion en permaculture. D'accord ? C'est une méthode très cartésienne. On vous présentera un petit peu, pas trop en détail, mais on vous la présentera un petit peu. Et les systèmes, donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot système ? Il y a une façon de voir les choses qui est complètement différente de ce qu'on voit actuellement. Ça veut dire que actuellement, on voit plutôt des choses linéaires, des choses analytiques. On y reviendra tout à l'heure. La permaculture, elle, nous propose un regard différent en système ou de voir des choses en globalité. On appellera ça le regard holistique. Alors pourquoi utiliser une méthode hyper rationnelle pour quelque chose qui finalement pourrait être vachement plus simple? C'est tout simplement parce qu'on est handicapé. On est vraiment handicapé sur deux trucs, c'est l'intuition et le bon sens. On a perdu le bon sens parce qu'on est déconnecté en fait de ce qu'était le bon sens pour nos anciens qui vivaient à même la terre. Alors l'éthique de la permaculture se pose sur trois points, qui est l'écologie, prendre soin de la terre. Donc on entend par terre la terre globale, c'est pas seulement la terre qu'on peut toucher, ce qu'on pourrait nommer Gaïa, pour ceux à qui ça parle. On est sur un point de vue humaniste, donc c'est prendre soin de l'humain et que l'humain prenne soin de nous. Et le troisième point, c'est l'équité, c'est partager les surplus. Que ce soit des surplus de production, mais aussi des surplus de compétences. Ce qu'on fait un petit peu ce soir avec vous, on vient partager nos connaissances, nos compétences avec vous. Et c'est ce qu'on a fait à travers le projet sur les arts perma. Donc ces trois points-là vont porter tout au long, tout le temps la permaculture et notamment tout ce qu'on va vous présenter là par la suite durant la conférence. T'actionnes pas le bouton, quoi. Hein, appuie. Ah, faut que j'appuie. Bon, d'accord. Le contexte général. Alors ça va pas être facile. Ça va pas être facile à expliquer. Je vais faire référence à un bouquin que je vous conseille vivement de lire, qui est très très intéressant. C'est Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Donc ces deux gars, ils ont fait une compilation, en fait, merci, il est là, tiens, voilà, merci. Ce n'était pas prévu, mais c'est celui-là. Ces deux-là ont fait une compilation, en fait, des études scientifiques qui ont été faites depuis 5 ans sur tous les paramètres qui régissent le monde actuel de nos civilisations. Ça veut dire qu'ils ont travaillé sur le PIB, ils ont travaillé sur la démographie, ils ont travaillé sur la pollution, sur les ressources, etc. Il y a une étude spécialement intéressante qui a été faite dans les années 60-70. Peut-être que vous avez entendu parler du rapport du Club de Rome par des dénommés Dennis Meadows. Je vais y arriver. Mon anglais n'est pas top. Et ce gars-là, déjà dans les années 60, il a vu qu'il y avait une dérive au niveau de notre système. Il a repris ces études qu'il avait fait dans les années 60, il les a repris en 2004. Et là, clairement, il montre qu'on est proche d'un effondrement. Alors, quand je vous dis ça, ça ne me fait pas rire du tout. Ça m'attriste même. Quand j'ai commencé le bouquin, je me suis rendu malade en fait. Je vous dis franchement, j'étais pas bien du tout. Non, c'est vrai en plus. Laurence, elle rigole, mais c'est tout à fait vrai. C'est pas une perspective réjouissante. Alors, en gros, ils expliquent quoi? Ils expliquent qu'on est avec des bombes à retardement qui vont bientôt péter. Parce que dans les années 70-80, on n'a rien fait. Ces bombes à retardement, c'est des choses qu'on connaît et des choses qu'on connaît moins. Le réchauffement climatique, par exemple. La fin du pétrole, qui n'a pas été anticipée. La perte de biodiversité.
la démocratie croissante. La démographie croissante, pardon. Ça serait bien la démocratie croissante. Les inégalités, vraiment je le voulais celui-là. Les inégalités sociales. Et enfin, la financiarisation du commerce complètement artificielle et interconnectée. Ça veut dire qu'on sait que s'il y a un frémissement dans une bourse à l'autre bout du monde, tout s'écroule. Voilà. Donc ça, c'est des points qui sont un peu sensibles et qui risquent de faire complètement déstabiliser ce système. Maintenant qu'on sait ça et que c'est catastrophique, qu'est-ce qu'on fait? Là, les auteurs du bouquin nous proposent 4 options. C'est les courbes qui sont donc, on voit là en courbe noire, c'est la croissance exponentielle et infinie que l'on a eue depuis quelques années. La courbe rouge, première hypothèse, c'est une certaine classe, je détaillerai tout à l'heure qui peut représenter cette classe-là. C'est des gens finalement qui se disent la croissance va continuer et puis ça sera toujours exponentiel, ça sera toujours la fête et on va continuer comme ça. Il n'y a pas de limite, no limit. En gros, je vais qualifier, et les auteurs les qualifient comme ça, de fantaisistes. C'est des gens qui croient que de toute façon la technique va tout faire, va tout solutionner, et puis finalement on va trouver, et puis ça va continuer comme avant. Pour les cibler un petit peu, c'est quand même nos dirigeants financiers et économiques. D'accord? Donc là, ils sont dans le déni. La deuxième courbe en bleu, je dirais c'est plus représenté par une certaine classe politique qui a pris conscience qu'il y avait un petit problème quand même. Alors eux, ils se sont dit, on va pouvoir faire quelque chose, mais on ne voudrait pas trop changer les choses. L'idéal, ça serait de stabiliser le système, de ne plus être en croissance, mais d'être au moins à zéro tout le temps. Alors eux, ils ont des super trucs, hein. Ils font des COP 21, ils font des Grenelles de l'environnement, des transitions énergétiques, des trucs fantastiques. Et en fait, la stratégie, ça serait de switcher d'une technologie à une autre, de switcher de la technologie du pétrole à l'énergie renouvelable. Or, il y a plein d'études qui disent que ça ne va pas être aussi simple. Donc ça, c'est les techno-écologistes. Voilà. Ils se sont mis un peu de verre dessus et puis ils se disent que ça va passer. Pas très réaliste non plus. Et puis il y a deux autres franges de la population qui voient qu'il faut prendre en compte ce déclin. La courbe en jaune, alors là, eux, c'est l'effondrement, l'apocalypse. On va tous crever. Rigolez pas. Il y a des Américains qui sont en train de se construire des bunkers actuellement. Donc on les appelle les survivalistes, peut-être que vous en avez entendu parler, qui se mettent des potagers ou de l'aquaponie pour faire de l'agriculture dans leur bunker. Et ils sont armés jusqu'aux dents parce qu'on va leur piquer leurs denrées alimentaires. Ils ont un stock de bouffe pendant 10 ans, etc. Ces gens-là, ça ne va pas durer, quoi. Enfin, ils vont peut-être durer 1 an, 2 ans, mais ça ne va pas durer. Et puis il y a une autre voie, c'est la voie qu'on vous propose avec Laurence et que peut-être vous avez déjà imaginée. C'est la voie qu'on a appelée de la permaculture. Alors, c'est un peu grossier parce que la permaculture, c'est pas vrai qu'il n'y a que la permaculture qui s'occupe de ça. Il y a des mouvements, par exemple les décroissants, les colibris, et j'en oublie pas mal. Donc voilà. C'est ces mouvements-là qui se disent on va créer un autre monde tout de suite et on n'attend pas que ce monde-là, cette civilisation-là s'effondre. Voilà. C'est le projet de la permaculture, créer un nouveau monde. C'est vachement réjouissant, moi je trouve. Donc je vous laisse lire la phrase d'Albert Einstein. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Une nouvelle façon de penser est essentielle si l'humanité veut vivre. Alors, on a mis cette petite phrase parce que en fait, c'est pour vous faire prendre conscience que par rapport à ce que Bruno vient de décrire, il faut qu'on ait une nouvelle façon de penser.
Et cette nouvelle façon de penser, elle est quand même pas mal formatée par notre éducation, par notre culture, par la civilisation dans laquelle on est, qui est une pensée quand même assez cartésienne, et que ça nous oblige à un moment donné à faire un effort pour sortir de ce dans quoi on nous a formaté et avoir une autre réflexion. Et c'est ce que la permaculture peut apporter dans cette réflexion, dans une réflexion. Hop. Donc en fait, voilà, on vous présente la permaculture, une nouvelle culture au sens large, hein, on n'est pas que sur le potager. Donc le regard permaculturel, il est que tout est à la bonne place et tout est utile. Aujourd'hui, on a un regard donc, plutôt dans la dualité, on est sur l'idée du bien, du mal, qui vient souvent des cultures religieuses, quelles qu'elles soient. On parle de bons légumes, de mauvaises herbes, de bonnes ou mauvaises personnes, de déchets ou matières premières. Les conséquences, c'est qu'on va utiliser des pesticides pour parer aux bonnes ou mauvaises herbes. Ça va générer des conflits, des guerres. Il y a des poubelles et on ne sait plus trop quoi en faire. Hein. On a tendance à les mettre sous la terre, mais elles sont quand même là. Et puis, forcément, il y a la pollution. Deuxième regard, c'est que nos systèmes sont complexes. Le corps humain, les interactions des arbres, les relations humaines sont complexes. Et on vit dans ce monde complexe. L'objectif, c'est d'accepter de vivre simplement dans ce monde complexe. C'est ce qu'on peut nommer comme étant le regard holistique. On va avoir une observation, un regard qui va globaliser, qui va prendre plusieurs éléments en considération. Aujourd'hui, on est dans un raisonnement cartésien, hein, qui est le raisonnement analytique. On morcelle pour comprendre. On n'a pas cette vision holistique. On va prendre un problème et on va le régler dans un cadre sans tenir compte des interactions qu'il peut y avoir sur ce problème. Donc, on simplifie au maximum la complexité. Les conséquences, eh bien, c'est qu'il y a une perte de lien. Il y a une perte de lien avec la nature. Ça, on s'en rend de plus en plus compte. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dernièrement au niveau météorologique. Il y a une perte de lien entre les humains et puis entre les éléments d'un système. Troisième regard, c'est de ne pas lutter contre, mais d'accompagner le mouvement naturel. Ça, c'est le mouvement permaculturel. Donc on est sur l'idée de collaborer et d'utiliser les technologies appropriées. Aujourd'hui, la sélection, on s'appuie sur la sélection naturelle de Charles Darwin. Le plus fort, le plus intelligent reste en vie. La vie est une lutte. On est contre la nature et entre êtres humains. Les conséquences, c'est qu'il va y avoir un pillage des ressources naturelles. On est dans la compétition, que ce soit au niveau des études, mais aussi au niveau du travail. C'est un peu l'idée, il ne peut en rester qu'un. Je ne vais pas vous la faire version Highlander, mais c'est un peu ça. C'est le capitalisme qui prédomine. Et puis la croyance, c'est que le progrès technique ou technologique nous rendra heureux. Voilà, aujourd'hui on est tous avec nos ordinateurs, nos smartphones, etc. Et voilà, on est heureux parce qu'on a tout ce matériel à notre disposition, mais est-ce qu'il nous rend vraiment heureux? C'est la question. Donc je vous présente la fleur holistique de la permaculture et c'est toi qui prends le relais, vas-y. Est-ce que vous êtes heureux déjà? Ouais, ça s'entend. Oh bah dis donc, c'est pas évident. Le regard holistique, ce fameux regard holistique, on a tant de mal à l'apprivoiser et déjà la permaculture en souffre. Parce que, en fait, quand moi je vais sur des sites internet, quand je discute avec des gens et que je leur parle permaculture, ils me parlent potager. Tout de suite. Ah, comment va ton potager en permaculture? Ah. Je dis, je leur réponds parce que je suis gentil. Mais en fait, je trouve ça dommage, simplement dommage. Parce que c'est très réducteur et qu'en fait, on a du mal à comprendre, donc on a besoin de réduire. Là, je vous propose vraiment un autre exercice.
c'est d'ouvrir, si on a à reconstruire un monde, dans le monde futur, qui serait un monde permaculturel, est-ce qu'on serait juste des estomacs qui auraient besoin de légumes? Ça serait dommage, ça serait réducteur. Donc, en fait, la permaculture, ça peut se résumer à ça, à tout ça. C'est des techniques compilées, c'est notre liste. Et ces techniques, en fait, vous allez voir qu'elles ne correspondent pas du tout, elles n'ont pas été imaginées par la permaculture. C'est la permaculture qui est allée chercher ces techniques, parce qu'elles sont intéressantes. Je ne sais pas, on peut prendre... Vous allez rire quand je veux dire que l'allaitement, c'est une technique pour nous. Mais voilà, si on prend l'allaitement ici, l'allaitement, ça date, mais l'allaitement naturel, ça date depuis des années et des années. D'accord? Ah bon? La permaculture n'existait pas, alors que ça existait déjà. Alors on va faire un peu le tour de la fleur des thèmes au niveau de la permaculture pour vous montrer un petit peu les éléments qui peuvent faire un design. Quand on fait un design, ça veut dire qu'on associe une dizaine, une vingtaine d'éléments autour de cette fleur et qu'on fait son projet de vie avec ça. D'accord? On réunit le complexe. Alors si on commence par l'agriculture, puisque c'est vraiment la dominante au niveau de la permaculture, et c'est normal d'ailleurs, hein, parce que les chutes de civilisation, on sait qu'elles arrivent parce que les gens ont faim. Donc le premier problème, c'est l'agriculture, il faut s'en occuper. Mais vous allez voir qu'on peut s'en occuper complètement différemment. Toutes ces techniques-là sont des techniques qui sont biologiques, qui sont vraiment proches de la nature, mais elles sont complètement différentes. Vous pouvez faire de l'agriculture bio-intensive. Vous pouvez faire de l'agroforesterie, de la biodynamique, du jardin-forêt, de l'agroécologie, de l'agriculture naturelle. Tout ça, c'est quelque chose de très très différent. Du zaï, de l'aquaculture, manger des plantes sauvages, ou conserver les semences, voilà, c'est des techniques qui peuvent être utilisées. Juste pour vous donner un petit mot des différences qu'il peut y avoir au niveau de ces techniques. Par exemple, si vous intervenez beaucoup dans votre potager ou dans votre maraîchage, si vous faites un peu de labour de terre, si vous êtes voilà, à intervenir énormément et à ressemer tous les ans, vous faites de l'agriculture bio-intensive. D'accord? Si vous êtes dans le laisser-faire total, il y a un bouquin qui est fantastique, Révolution d'un seul brin de paille, je vous le conseille, c'est un japonais, Fukuoka, qui a écrit ça. Et donc c'est l'agriculture naturelle, il ne fait rien, il laisse faire. Ça demande une sacrée philosophie. Hein. Donc vous voyez que c'est des techniques complètement différentes. Nous, sur notre potager, si on veut donner notre expérience, nous on fait plutôt de l'agroécologie. Voilà. Sur l'habitat, donc il y a des choses qui sont évidentes, maison passive, gestion de l'eau durable, on en reparlera un petit peu, utiliser des matériaux biosourcés et locaux, faire de la récupération. Nous on fait énormément de récupération chez nous. On vous proposera forcément de venir aux portes ouvertes qu'on fait le 14 et 15 octobre. Donc vous pouvez venir voir sur place. La rénovation de l'habitat existant, ça me paraît fondamental parce qu'en fait, tous les gens qui font de la permaculture ou même de l'écologie se disent « Ah non, 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 moi je veux ma maison passive, je veux faire quelque chose de neuf ». C'est complètement idiot, il y a plein d'anciennes maisons à retaper. Donc prenons l'existant et faisons quelque chose de bien avec. Santé et bien-être, pour moi, pour madame. Je me réveille. Donc la santé, bien-être, bon, nous évidemment on est parti sur des médecines douces, sur l'alimentation qui est très importante hein, en permaculture, de la sophrologie. Bon, là je parle évidemment des pratiques que je connais parce que voilà, je les utilise. La méditation, l'allaitement, l'accouchement à domicile. Tout ce qu'on vous présente là, ça n'a rien d'exhaustif. Nous, ça nous parle, mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans la santé bien-être. Le tout, c'est quand même que ce soit en rapport avec l'être humain et d'éviter, on va dire, de passer par
je vais le dire comme ça, de l'allopathie, parce que l'allopathie, ce sont des médicaments qui sont des médicaments de synthèse où on fait appel au pétrole. Et comme on vous l'a nommé tout à l'heure, avec la descente énergétique, à un moment donné, c'est des produits qui vont devenir extrêmement chers et qui peuvent devenir extrêmement rares. Donc plus vite on s'habitue et on revient à des techniques et des façons de soigner qui sont quand même ancestrales, plus vite ce sera facile pour vous le cas échéant. Au niveau de l'éducation et de la culture, eh ben, c'est aussi d'être sur des pédagogies alternatives de type Freinet, Steiner, mais il en existe tout un certain nombre qui sont aussi bien les unes que les autres. Le tout, c'est d'y trouver ce qui vous intéresse. L'école à la maison, l'apprentissage informel, l'école du troisième type, la formation tout au long de votre vie, et puis tout ce qui est lié aux arts, le théâtre, la peinture, la musique et la poésie. Tout ce qui fait partie de vos loisirs qui vous fait du bien. Donc on est bien dans santé et bien-être également. Pour toi ? Parti. Je fais des entrées de scène pour varier. Un sujet qui me passionne, c'est la gouvernance. Comment, quand on est plus de deux, on n'arrive plus à se taper sur la tête. Ça m'intéresse énormément. Alors, je dis deux, mais déjà à deux, c'est compliqué. Mais quand on est 10, à faire un petit groupe, ça devient très très compliqué. Alors, on a le choix. Il y a des exemples historiques. On construit l'avenir avec le passé. Donc on aime bien reprendre les schémas du passé. Il y a la dictature qui a bien marché. Et en permaculture, on essaye autre chose. On essaye une voie qui est complètement utopiste, qui a été ouverte par les Babacools des années 70. Et donc c'est le partage du pouvoir. Wow! Le partage du pouvoir. L'autogestion, wow. Alors l'holacratie, là je frime parce que j'ai fait, il y a 15 jours j'ai fait une formation en holacratie. L'holacratie. La sociocratie, on peut utiliser aussi des instruments très très simples. Un bâton de parole. Vous allez voir sur internet comment fonctionne un bâton de parole, c'est hyper simple. Ça marche bien. Faire des coopératives, éco-village, mutualisation des ressources. La communication non violente, c'est un outil aussi très intéressant. On est formés tous les deux à la communication non violente. C'est, voilà, comme tout outil, il y a ses limites, mais il y a aussi ses bons côtés. Donc, utilisons les bons côtés et puis approfondissez après. Et puis, bien sûr, ne jamais oublier que même si l'avenir que je vous ai dépeint au départ, là, c'était un peu tristouné, c'était un peu angoissant, etc. Moi, je le comprends bien, mais voilà, chaque fois qu'on arrive à faire un petit truc, mais un tout petit truc, qui change la direction qu'on a actuellement, faut célébrer ça, quoi. Faut faire la fête, et puis célébrer aussi les trucs qu'on perd, ça veut dire faire le deuil. Bon, j'ai plus de voiture, je fais le deuil de ma voiture, quoi. Hein? Non, mais c'est important, ça. Madame est dans l'économie. Quand on se place en permaculture, le pôle économie-finance a énormément d'importance. Parce que déjà, par rapport à tout ce qu'on a nommé, ça va venir ponctuer en fait tout ça. C'est de pouvoir partir sur des banques éthiques. Alors il n'en existe pas beaucoup en France, mais il y en a quand même. Sans faire de pub, vous pouvez vous rapprocher du site de la NEF. Il y a le crédit coopératif, qui sont des banques qui n'ont pas la même façon de voir les choses que d'autres banques, sans les nommer. Vous avez tout ce qui est lié au commerce équitable, alors pas forcément le label commerce équitable, mais c'est le commerce équitable dans l'échange, l'équité dans l'échange. On n'est pas sur le commerce équitable avec son label. Utiliser des monnaies alternatives, des monnaies locales. Il y a toutes les AMAP aussi qui sont au service de cette économie et de ces finances. Vous avez les SEL, les services d'échange locaux, et vous avez le covoiturage, les dons et puis le troc. Alors c'est vrai qu'en permaculture, on utilise beaucoup le troc, je trouve quand même, parce qu'on est toujours dans cette idée de partager les surplus. Donc c'est une bonne méthode de pouvoir, à un moment donné,
gérer ses finances de façon, à dire, ça tienne la route. C'est pour toi le site? Je voulais juste vous poser une question, là, on va faire un petit, parce que là, je sens que vous vous endormez un petit peu. C'est quoi pour vous la permaculture? C'est le potager? Ah d'accord, bon, ok. C'est les finances. Il y a du message qui passe, c'est bon. Là, je suis vachement content de présenter ça. Technologie appropriée. On est où là? Université technologique de Compiègne. Donc les technologies appropriées, je ne sais pas si les étudiants les étudient ici. J'en doute. Permettez-moi d'en douter. Une technologie appropriée, je vais vous donner un exemple après, mais c'est des technologies très simples que tout le monde peut utiliser et que tout le monde peut fabriquer. Ou presque tout le monde. Je donne des exemples. Le poêle roquette, un vélo, une technologie qui est très très utilisée en permaculture, le biomimétisme. Utiliser, observer tout ce qui se fait dans la nature et après le transférer au niveau technique. Les outils manuels, on n'utilise plus ça. Marmite norvégienne, s'il y a des questions tout à l'heure, je vous expliquerai ce que c'est. Four solaire, toilette sèche, bélier hydraulique, lactofermentation, c'est que des exemples, mais il y en a plein d'autres. Je vais vous donner juste une illustration de ce qu'est une technologie appropriée. Donc, autoconstruction, ça veut dire qu'avec rien on peut faire. Matériaux locaux, de récupération et facile de maintenance. Alors ici, le poêle roquette ou le Rockstove, vous verrez ça sur internet, Rockstove. Vous allez voir, il y a plein de sites, c'est fantastique. Il y en a des très simples et des très compliqués. Ce que j'aime bien, c'est que déjà c'est joli et que c'est assez facile à faire finalement. Il y a besoin d'une porte d'insert, quelques briques de la terre, de la paille, quelques tuyaux. Bon, un gros bidon. Un gros bidon anciennement d'essence, puisqu'il n'y aura plus besoin d'essence, on aura les bidons. Et puis ce qui est intéressant avec ce poêle, c'est qu'il est multifonction. Ça veut dire que déjà, il est très efficace au niveau du chauffage. Les conduits de fumée vont aller dans un banc ici, et c'est la masse qui va être chauffée. Donc ça, c'est super efficace avec très très peu de bois. Une combustion qui est hyper rapide et hyper calorifique. Des rendements très intéressants. Ensuite, on peut faire la cuisine dessus. Ici, on ne le voit pas, mais il y a un fût renversé, et on peut mettre une casserole. On fait la cuisine. On peut également, on ne le voit pas aussi, mais autour du bidon, il y a des tuyaux. Et on peut chauffer de l'eau pour prendre une douche chaude. Voilà. C'est le côté multifonction qui est très utilisé en permaculture. Ça veut dire que si on construit un truc, il faut que ça serve au moins à 3 choses différentes, 3 fonctions différentes. Ça va? Maintenant, on va rentrer un peu plus, là c'était un peu général, on va rentrer un peu plus dans notre expérience, donc ce qu'on appelle le design de notre famille, puisqu'on a commencé par nous, hein. On ne va pas vous donner des leçons sinon on n'a pas commencé à bosser un petit peu. On ne vous donne pas de leçons d'ailleurs. Je me garderai bien de faire ça. Le design en français, ça a une définition différente de l'anglais. La permaculture vient des anglo-saxons, donc il y a des termes qui sont intraduisibles. En français, c'est plutôt un objet qui est fonctionnel et qui est esthétique. Bon, il y a un magasin suédois qui fait très bien ça. Je le nommerai pas. En anglais, c'est plutôt une conception de système. Ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être une organisation, ça peut être une façon de vivre. Il faut que ce système soit fonctionnel par la création de synergies. On va vous expliquer ce que c'est que les synergies, ce qu'on entend par les synergies. Il faut que ça soit la réalisation aussi, le design, il faut que ça soit la maintenance et enfin l'esthétique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans ce mot, design. Pour résumer, pour vraiment faire simple, l'objectif du design c'est d'avoir moins de pollution,
et d'avoir moins de travail. Ça veut dire que c'est le design, l'organisation qui va faire qu'on ne va pas devoir intervenir manuellement à un moment donné pour transférer, je ne sais pas, une botte de foin ou je ne sais pas quoi. Alors, la méthode de design qu'on a utilisée pour faire notre design chez nous, on a utilisé cette boucle-là. On va commencer par l'observation. Ensuite, on va être sur la réflexion. On va passer à la conception et ensuite à la réalisation. Alors, des fois, on peut confondre conception et réalisation. Conception, c'est plus sur le papier. La réalisation, c'est-à-dire on met les mains à la pâte et on fait entre guillemets, le produit. Et puis évidemment, on fait une célébration à chaque petit pas. C'est important de passer par la célébration. Alors, l'observation, comment on l'a fait? Alors déjà, la première chose qu'on va utiliser, c'est nos 5 sens. Alors ça peut paraître surprenant que je dise ça, voire même facile. Mais en fait, on n'est pas du tout habitué à utiliser nos 5 sens. Généralement, on en utilise 1, 2. Mais les 5 sens, c'est assez compliqué. Mais l'observation va se faire à partir de nos 5 sens. Ensuite, on va être sur des thématiques de type l'émotion, les relations avec les autres, la végétation, le confort de l'habitat. Le centre, ça reprend un peu les points qu'on a nommés sur la fleur holistique. Et puis, on va utiliser des instruments pour faire cette observation, en plus, qui vont être des cartes, des mesures météorologiques. On va aller chercher plusieurs infos sur le lieu sur lequel on fait notre design. Alors, la réflexion, on va être sur des objectifs. On va un petit peu observer quels sont nos besoins, quels sont nos manques. Et puis, on va faire le choix des éléments à partir d'un mandala holistique qu'on va vous expliquer juste après. Là, je vous brosse le tableau. Hein. C'est toi, ça, ou c'est moi ? Je ne sais même plus. Alors, la réflexion sur nos besoins et nos manques, donc ça, c'est ce que nous avons fait comme constat par rapport à notre design. Donc, ce sont des exemples. Donc, on a supprimé une voiture sur les deux. On avait une fuite dans notre garage, une fuite d'eau au niveau du plafond. On s'est posé la question de notre relation aux autres, de notre relation à nous-mêmes. On a mis en place une autogestion des poules parce qu'on s'est aperçu que mine de rien, on n'a que 2 poules, mais ça nous prenait énormément de temps, si ce n'est de se dire est-ce qu'on a bien fermé la porte aux poules pour pas que les renards les mangent, est-ce qu'on a bien ouvert la porte le matin, parce que ça nous arrivait des fois on partait dans nos occupations et on se disait oh, on a oublié d'ouvrir aux poules. Donc bon, les pauvres elles étaient renfermées dans notre petit, parce que nous elles sont en liberté, elles ont 1500 mètres pour se balader. D'améliorer la productivité de notre potager, ça fait partie vraiment d'un point important dans notre design. La création du coup d'un sol vivant, d'essayer le moins possible d'arroser le potager, de mutualiser notre surface habitable. Nous avons une maison, quand on a acheté notre maison, ben voilà, on avait une famille un peu plus grande qu'aujourd'hui, parce que nos fils ont évolué dans leurs études et ont quitté le nid familial. Et en fait, on s'est retrouvé avec une grande maison. Alors déjà, beaucoup de ménage à faire. Alors ça, c'était pas du tout marrant. Et puis, faut la chauffer. Et puis, quel est l'intérêt d'avoir une grande maison quand on est 2,5 à la maison, on va dire comme ça. Et puis, la gestion de notre temps personnel et collectif. Ça, c'est un point qu'on a beaucoup réfléchi parce qu'on fait beaucoup de choses l'un et l'autre. Et ça a été à un moment donné de se dire, bon, qu'est-ce qu'on consacre au collectif et qu'est-ce qu'on se consacre à soi et qu'est-ce qu'on consacre à notre famille. Alors ça peut vous paraître surprenant que je le nomme comme ça, mais ça a été un élément assez important, nous, dans notre design. Et puis 3 petits points, parce qu'il y a encore plein de choses, mais voilà, on ne va pas tout nommer. Donc voilà, je vous parlais du mandala holistique, donc Bruno va vous expliquer la suite. Je me bien un truc, mais je me souviens plus. Ah oui, je peux pas te dire pour ça. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra. En fait, on a listé les manques et les besoins. On vous a donné quelques exemples. Vous voyez que le champ d'action est vachement diversifié finalement. Et le design, c'est quelque chose de très personnel. En fait, ça correspond à notre personnalité. Si vous faites un design, vous mettrez complètement autre chose. C'est hors de question que vous fassiez un copier-coller sur notre design, parce que ça n'aura pas de sens. Vous n'êtes pas pareil que nous. D'accord ?
Une fois qu'on a fait ça, on a des petites idées d'éléments qu'on aimerait bien mettre ensemble. Donc on a organisé ces éléments-là, et il y a tout un travail qui va être fait sur les éléments. Les éléments, ils sont ici, sur les cercles extérieurs. Ici, en cercle intermédiaire, on a des activités un petit peu pour réunir ces éléments. Et puis au centre, on a un petit peu les grosses thématiques de notre design. Nous, on voulait travailler sur le bien-être, l'autonomie et le partage du surplus. D'accord ? Ce mandala holistique date de 2 ans et je vois qu'en fait, il y a plein de choses qui ont déjà changé. Hein, mais c'est pas grave, on va vous le présenter quand même. Sur l'autonomie, par exemple, au niveau de la production de chaleur, un élément poêle de masse qui va être posé dans le design, bois à faire sur place, c'est un tout petit terrain, vous verrez, c'est pitoyable. Un puits canadien avec VMC double flux, de l'isolation. Voilà les axes de réflexion qu'on a eu. Production alimentaire, production de nourriture, c'est faire la cuisine soi-même, le potager, le verger, la serre, faire de la conserve. Au niveau de la gestion, l'eau, récupération d'eau de pluie, que l'on boit entre parenthèses. Phytoépuration, toilettes sèches, marre. Voilà des éléments qu'on a mis dans notre design. Production d'électricité, éolienne et photovoltaïque. Transport, grosse réflexion sur le transport parce que le but c'était de supprimer une voiture. Ce qu'on est en passe de faire. Donc on a fait l'étude, c'est tout à fait réalisable et c'est tout à fait réaliste pour nous. Donc voilà, on attend qu'il y ait une voiture qui meure de son plein gré et puis on ne la remplacera pas. On a étudié donc la marche, le vélo, le potentiel de la marche, le potentiel du vélo, le potentiel du vélo électrique et une voiture toute seule. Sur le partage des surplus, donc le don et la mutualisation, par exemple, l'échange de savoir, Laurence elle l'a dit tout à l'heure, la conférence qu'on fait aujourd'hui, ça fait partie de notre design. On vient gracieusement ici et ça nous fait plaisir parce que on l'a déjà programmé, ça fait partie de nos surplus là. On a un surplus de connaissances, on vous le file quoi. D'accord ? Don de fruits et de légumes, partage d'outils, etc. L'accueil, c'est pareil, donc il y a des chambres d'amis, si vous voulez venir, vous êtes tous les bienvenus. Non, je dis... Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Une salle polyvalente pour faire des réunions, des stages, des formations, etc. Sur le bien-être, on s'est forcément posé la question de l'alimentation qui revient, donc on n'était pas à 100% d'achat bio, on n'est toujours pas à 100% d'achat bio, mais on essaye de le devenir parce qu'en fait, avec le design, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on fait vachement d'économies. Ça veut dire que l'argent qu'on gagne, eh ben, on peut le réinvestir dans de la nourriture saine. 100% d'achat bio, le jardin, les achats groupés, voilà, c'est des projets. Les soins, c'est des soins naturels, plutôt des médecines énergétiques, relaxation, sophrologie, travail personnel, méditation, mais il y en a bien d'autres. Les revenus financiers, donc c'est nos revenus financiers. Nous ne vivons pas de la permaculture. Il y a des gens qui vivent de la permaculture, donc ils ont besoin de dégager un revenu dans leur projet. Nous avons des professions qui n'étaient pas dans le design au départ. Mais il y a des gens qui travaillent sur leur design par rapport à leur profession. Le lieu, on le voulait forcément harmonieux, donc avec un coin zen, une zone sauvage, une mare, un jardin, une maison, enfin le rêve, quoi. Jardin d'Éden. La relation aux autres et la relation à nous-mêmes, on a mis communication non violente, mais il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, on pourrait mettre 10 trucs. Organisation de la maison. Alors là, ça nous fait rire quand on a vu ça parce que c'est un tableau d'organisation des tâches ménagères. Ça a duré un temps et ça ne dure plus du tout. Plus du tout. Plus du tout, du tout, du tout. On voit qu'il y a des limites dans le système. Et puis enfin, célébrer, nous on aime bien faire la fête hein, quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc on a accueilli des concerts à la maison, on a accueilli des pièces de théâtre, des choses comme ça. On adore ça. Donc voilà. Ça c'est notre projet. Et c'est notre projet personnel. C'est pas le vôtre. D'accord ? Vous pouvez copier en partie, mais... Au niveau de la conception, je continue. Vas-y, t'es lancé. Il y a une phase
d'analyse personnelle, d'analyse personnelle, n'importe quoi, d'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est quelque chose de compliqué. Je ne le détaillerai pas aujourd'hui. Si vraiment vous me posez des questions dessus, je peux vous le dire. Mais là, je vais prendre le tableau noir, quoi. Et puis, ça durera 2 heures. Par contre, on va voir le résultat des analyses fonctionnelles, c'est les synergies. Ça, c'est vachement plus intéressant. Et puis, on montrera, nous, notre plan et nos actions qu'on a réalisées chez nous. Parce que depuis 2 ans, on a bossé, quand même. Enfin, on a fait bosser les autres beaucoup. Les synergies, c'est quoi? Là, on prend un exemple qui est très courant en permaculture. Vous trouverez ça partout. C'est un élément qu'on prend, par exemple, la poule. Et puis, on a un autre élément, c'est la serre. Dans la serre, on fait pousser des légumes, machin, les poules, elles font des œufs. Ok. Il y a des relations entre eux. Tiens, la poule, elle peut donner du CO2, et la serre, le CO2, ça l'intéresse parce qu'il y a des plantes qui ont besoin de CO2 qui poussent dedans. Donc ça fait un engrais. Un engrais atmosphérique, mais ça fait un engrais. Donc vous voyez, il y a plein de relations. Et puis il y a des relations qui sont un peu perdues. La serre, elle a besoin de ventilation. C'est pas la poule qui va fournir les ventilations. Elle peut battre de l'aile, mais ça va être léger. Donc là, si j'ai pas de relation dans mon système, ça veut dire que c'est un boulot pour moi. C'est un travail. Ça veut dire que là, je suis en bout de course, j'ai besoin d'ouvrir et de fermer la porte de la serre. Ou j'ai besoin de mettre un automate, enfin, j'ai besoin de faire quelque chose. Ou de mettre sa femme qui ouvre et qui ferme la porte de la serre. Qui peut faire ça. Les poules, elles font du bruit. Est-ce que la serre a besoin de bruit? Est-ce que les légumes ont besoin de bruit? Pourquoi pas? Peut-être la musique des poules fait pousser mieux les plantes. Mais a priori, on a mis que c'était une pollution pour nous. Ça veut dire qu'en fait, le bruit de la poule, elle ne sert pas à grand chose dans notre système. D'accord? Donc en fait, ça va être une pollution. Ça va être quelque chose qui va sortir et qui ne va pas être valorisé. Vous voyez un petit peu la subtilité des synergies. Alors on peut aller plus loin. Donc en fait, ce qu'on va faire, si on a beaucoup de synergies comme ici, on va réunir ces deux éléments. On va les mettre ensemble. Par exemple, on fait un poulailler avec juste à côté d'une serre. Et on fait un petit système avec un grillage, forcément, parce qu'autrement les poules elles vont déchiqueter vos légumes. Où les poules elles vont pouvoir aller se promener dans la serre. Elles vont ramener de la chaleur, elles vont ramener toutes les interactions. D'accord? Ça, c'est l'exemple basique de synergie. Mais on peut aller vachement plus loin. Si on va plus loin, on arrive à faire des cycles. C'est ce qu'on essaye en permaculture. De faire des cycles. Ici, par exemple, c'est un cycle qu'on pourrait dire de nos nutriments. Ça peut être le carbone, l'azote, le phosphore, par exemple. Donc nous, on a besoin de carbone, d'azote et de phosphore en nourriture. Voilà, donc nourriture, c'est ça. Et puis après, on va aux toilettes. Les toilettes sèches, on récupère, on met dans des composts. Les composts, une fois que c'est composté, on remet dans la terre. On redonne ces éléments à la terre de façon cyclique. Ça veut dire qu'en fait, le potager, le verger et la serre vont utiliser ces éléments. Donc c'est ce type de cycle. Nous, sur notre lieu, on en a à peu près une vingtaine de cycles comme ça. D'accord? Voilà. Par rapport aux interactions et aux éléments, on a une trentaine ou une quarantaine d'éléments. Ensuite, il va falloir placer ces éléments dans l'espace. En général, on le fait sur une carte. Et là, on va utiliser un outil de la permaculture qui est le zonage. Le zonage, en fait, c'est des zones en fonction de l'occupation. Donc, la première zone, c'est la zone 0,0. Je ne sais pas, mais moi, la zone 0,0, c'est mon corps, c'est mon être. Et j'y suis 24 heures sur 24. D'accord? Donc, il est occupé à plein temps, celui-là. Donc ça, c'est une des zones qu'il va falloir observer quand même. Il y a une deuxième zone, c'est la zone 0. La zone 0, c'est notre habitat, mais aussi tout ce qui comporte notre habitat, ça veut dire la cellule familiale. C'est pareil, il va falloir observer, il va falloir faire quelque chose dessus, on ne va pas l'ignorer. Après, il y a des zones qui sont des zones d'exploitation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est la zone 1, 2, 3, 4, où il y a différents degrés.
où là on va pouvoir par exemple faire pousser des légumes, mettre une mare, mettre un atelier, mettre ses poules. Voilà. D'accord? En permaculture, il y a une zone 5 parce qu'on travaille tellement de façon efficace qu'on va redonner de la surface à la nature. C'est vachement bizarre, hein? C'est pas dans l'air du temps. Donc on va redonner des zones sauvages, et ces zones sauvages, on va les utiliser pour qu'une seule chose, c'est l'observation. Donc on va revenir dans ces zones de temps en temps, puis on va observer, ah ouais, ça se débrouille comme ça, ah les arbres ils font ça. Et enfin, il y a la zone 6. La zone 6, c'est la communauté qui vous entoure. Donc ça peut être nous tous aujourd'hui, mais ça peut être, si on fait vraiment localement, le quartier, vos voisins, ou votre village. D'accord? Et donc on va placer les éléments là-dedans. Ouais, c'est juste ce que je voulais rajouter, excuse-moi. C'est que ces zones-là, là on vous les présente sur un terrain quand même assez grand, mais c'est faisable même si vous habitez dans un appartement. Votre zone de culture, ça peut être une jardinière. Hein. Faut pas forcément avoir un super terrain pour faire de la permaculture. C'est transposable sur tous les espaces que vous déterminez faisant partie de votre lieu de vie et de votre projet de vie. Ah, il est en train de boire? Je picole. Ah, tu picoles. Hein. Ça, c'est notre plan. Le plan de chez nous. Donc oui, on n'a pas un balcon. D'accord, ok, on n'a pas le balcon. Mais je vous promets, dans un appartement, c'est possible. Parce que la zone 0,0, elle est là de toute façon. La zone 0, elle est là. La zone communauté, elle est là. Alors peut-être que ces zones-là seront plus développées en appartement que les zones 1, 2, 3, 4. Peut-être. On ne va pas rentrer trop en détail là-dedans, parce que là, je vous conseille vraiment de venir à la maison, ça sera vachement plus simple. Hein, vous verrez directement dessus. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que il y a des installations au niveau de la maison. On a parlé un peu éoliennes, panneaux solaires, phytoépuration, des choses comme ça. Donc on a choisi dans notre design finalement d'acheter un vélo électrique et de garder une voiture. D'accord? Donc le vélo électrique est quand même un bon compromis. N'oubliez pas que là on vient pour Compiègne en transition, et la transition c'est ça. Ça veut dire que la transition c'est faire un petit pas vers quelque chose d'autre. Le vélo électrique, on sait que c'est pas super, mais moi ça me permet quand même de faire une transition douce sur un autre monde, quoi. D'accord? Et puis il y a énormément, vous allez voir, énormément d'arbres. Ça veut dire qu'il y a une dizaine d'années, on est arrivé sur le terrain était nu. Aujourd'hui, il y a à peu près une 50aine d'arbres, et essentiellement des fruitiers. Plantés de façon très dense. Tu m'étonnes. Parce qu'on veut du bois. Ah, c'est à toi. Alors, est-ce que tu peux noter la question et puis on la prend après? D'accord? On a presque terminé la présentation. Mais je te promets, on répondra. C'est pour toi. Ah non, c'est pour toi ça. Ah bon? Oh, non, bon, je suis pas réalisation, je m'y colle. Tant pis, elle veut plus bosser. Les réalisations, donc... oui, c'était pour moi. C'est pour non, toi? Vas-y. Allez, vas-y. Bon, alors, dans les réalisations, c'est un exemple de ce qu'on a fait. Donc, notamment, on a construit une phytoépuration. Alors, toujours avec l'idée que ça ne nous coûte pas trop cher, parce que moi, je suis aux finances, comme je vous l'ai nommé tout à l'heure. Donc, on a fait beaucoup de récup. Donc, vous pouvez voir là, ces bacs-là, c'est des bacs qu'on a récupérés chez un ami qui a une brasserie. Donc, c'est des fûts de bière. C'est des fûts en plastique qu'on a découpés et qui vont servir de bacs de récupération des différentes eaux qui vont passer dedans. Donc ça récupère, en fait, ça vient filtrer l'eau de notre cuisine et lave-vaisselle, enfin évier et lave-vaisselle. On a récupéré des plantes pour filtrer l'eau dans les marais aux alentours de chez nous, donc on fait toujours dans le local. L'idée est toujours de ne pas acheter. Et puis cette eau vient alimenter une mare que vous voyez ici, qui se trouve dans le bas du jardin. En fait, elle est là, très exactement, cette mare-là. Et qui a pour principale vertu de venir arroser le potager par des drains. Alors, je dois vous avouer
que aujourd'hui, c'est pas encore très efficient parce qu'on n'a pas suffisamment fait des drains en profondeur et que l'eau a plutôt tendance à tout de suite nourrir la terre venue et va pas vraiment se diffuser dans le potager. Donc on est en réflexion pour voir un petit peu comment on pourrait faire en sorte que ça vienne vraiment arroser le potager. Cet été, il a fait extrêmement sec. Bon, il y a quand même eu, comme la mare est continuellement alimentée, ça s'est quand même vidé et on pouvait voir justement qu'au niveau de la mare et dans ses abords, c'était très vert. Il y a eu beaucoup de biodiversité, on a énormément d'oiseaux depuis que cette mare est faite. Avant, je sais pas, on avait peut-être 2-3 espèces d'oiseaux sur le jardin. Aujourd'hui, on est facilement à 10 espèces différentes. On a même un héron qui est venu nous rendre une petite visite. Mais bon, il a vu qu'il n'y avait pas de poisson, donc il est reparti. On a un pivert, enfin voilà, il y a énormément d'oiseaux, mais pas que. Il y a aussi d'autres animaux, des hérissons, enfin voilà. Donc ça diversifie énormément au niveau de la faune. Donc voilà pour la phytoépuration. Que n'ai-je point dit? Je ne sais plus. Voilà. Une autre réalisation, donc là ça fait partie de mon cabinet professionnel, donc c'était justement de pouvoir réduire notre habitat, puisque c'est devenu une maison assez grande pour 2 personnes, enfin 2 et demi. Donc en fait, moi j'avais besoin d'un cabinet, donc on a pris une partie de la maison pour faire un cabinet. Alors ce cabinet, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'il a été réalisé et on l'a réalisé en terre paille avec du bois de la forêt de la Croix-Saint-Ouen. Et puis là, on a fait, bon, c'est essayé, plein de choses. Là, on a fait un mur avec des bouteilles, donc on a coupé, on a fait boire tout le quartier. On était avec notre brouette, on allait chercher les bouteilles. Donc il y a des bouteilles de DSP, des bouteilles de rhum, des bouteilles de whisky. Enfin, c'est très varié. Pour un cabinet de médecine douce, c'est pas mal. Je vous promets, je ne fais pas boire ma clientèle. Et puis donc j'ai coupé les bouteilles en 2 et je les ai associées avec du scotch. Donc j'ai toujours mis une bouteille blanche avec une bouteille de couleur. Et en fait, ça fait des puits de lumière naturels. Et c'est assez sympa parce que ça fait différentes couleurs. Voilà. Donc c'est pareil, on s'est essayé, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais bon, ça a tenu. Enfin non, il y a une nuit, on a entendu un gros bruit, parce que en fait, on a monté le mur un peu trop vite et bon, il est tombé pendant la nuit. Donc maintenant, on a fait, ah ouais, bon, bah, on peut recommencer. Mais voilà, on vous fait part de toutes nos expériences, les bonnes et les moins bonnes. Le mur, en fait, il est fait donc à l'intérieur. Là, ça fait un couloir. Vous avez un escalier derrière la porte là. Donc là, c'est du BA13. Oui, bon, voilà. On a aussi des mauvais côtés, faut le dire. Mais on a mis de la paille sèche pour faire en fait une isolation thermique et phonique. Il y a à peu près ça d'épaisseur en paille. Ensuite, on a fait un canis de roseau. Et sur ce canis de roseau, on a fait un enduit de terre. La terre, bon, on a de l'argile dans le jardin qu'on a récupéré. Et puis ensuite, une fois que ça a été sec, on a fait un enduit terre que là, on a acheté. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi, il fallait que je reprenne rapidement, que je réouvre rapidement mon cabinet, parce que j'ai ma clientèle qui revenait. Et comme on n'était pas sûr de nos mélanges de terre, je me suis dit, si jamais ça craque et tout, ça va être la galère. Si je dis aux personnes, bah désolé, le mur est en train de casser, mais vous inquiétez pas, continuez à respirer, tout va bien. Donc du coup, on a acheté ça à la briqueterie de Wulf, je crois, à Beauvais. Alors juste une petite anecdote. J'ai repris mes consultations au mois de septembre. Ça a été l'été où il a beaucoup plu et donc ça n'a pas séché suffisamment. Et avant de faire les enduits en terre que nous avons fait qu'à la Toussaint, nous avons tous les grains de blé dans la paille qui germaient. Donc c'était original, j'avais un cabinet très vert. Il y avait plein de... Et donc ce qui était intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on sait que c'est sec quand le germe meurt, en fait, qu'il devient. Donc c'est une bonne indication, mais enfin, il y avait des personnes qui me disaient, ah, il est sympa votre cabinet, c'est vachement vert. Je dis, oui, vous inquiétez pas, ça va être, c'est pas fini. Donc voilà, et puis là on a l'arrivée d'un puits canadien qu'on a dans notre maison et qui alimente également le cabinet, puisque le chauffage du cabinet est essentiellement branché sur le chauffage de toute la maison, avec en
en plus un petit radiateur, parce qu'il est dans une salle de sophro, il faut quand même qu'il fasse relativement chaud. Donc voilà, c'est un peu plus chaud que dans le reste de la maison. Voilà, ça c'est la dernière réalisation que nous avons faite cet été. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça c'est le mur au nord de la maison. Derrière on a un poêle à accumulation de chaleur, et puis on a un ami un jour qui est venu avec une caméra thermique. C'était en hiver, et puis il se met dehors, et puis il prend avec la caméra thermique comme ça, et puis il fait « Ah, votre poêle il chauffe en effet, hein, il chauffe super bien, mais il chauffe bien à l'extérieur aussi. » Et on voyait un soleil sur le mur, parce qu'on a repris un ancien conduit de cheminée, et on a fait le poêle de masse à cet endroit-là. Évidemment, le poêle de masse, évidemment, il chauffe tout l'espace, mais il chauffe aussi le mur, puisque ça se diffuse dans le mur. En fait, on chauffait les petits oiseaux. Alors eux, ils étaient contents, mais enfin bon, à un moment donné, on s'est dit, il va faire quelque chose. Donc en fait, on a construit un mur d'isolation thermique en terre-paille. Ça s'est fait cet été. Donc on a fait un soubassement du mur. On a encore fait boire plein de monde. Je vais vous expliquer pourquoi. On a fait un mur de soubassement en parpaing qu'on a habillé avec des pierres de Saint-Maximin qu'on a récupérées chez une amie qui devait payer pour qu'on lui enlève. Nous, on lui a dit bouge pas, on vient avec notre remorque, on les embarque. Et en fait, on a fait l'isolation à l'intérieur de ce mur de parpaing avec des bouchons. Il y a 35 000 bouchons. Je ne vous dis pas encore toutes les personnes qu'on a fait picoler, on va mal finir. Donc on a mis 6 mois, je crois, à récupérer 35 000 bouchons. On en a encore d'avance. D'ailleurs, si vous en avez besoin, il nous en reste. Donc voilà, on vous les lègue sans souci. Et puis ensuite, sur ce soubassement, on a mis un pare-pluie pour éviter que l'humidité remonte. Et on a donc construit ce mur en terre-paille, ce qu'on appelle pas un bardage, aide-moi. Tu veux pas m'aider? Ok, il veut pas m'aider, pas sympa. Un banchage, voilà, merci. Donc un banchage, en fait, on va mélanger de la terre avec de la paille. Donc l'outil primordial du permaculteur, c'est la baignoire. Sur tous les sites où il y a de la permaculture, il y a une baignoire. Donc on mélange la terre, la paille dans la baignoire, et ensuite on vient la tasser ici et on fait un banchage, c'est-à-dire qu'on va mettre une planche pour que ça maintienne, et on tasse à l'extérieur, on tasse à l'intérieur. Nous, on trouvait ça sympa de faire un faux colombage en poutre en chêne, parce qu'on trouvait que c'était sympa. Et puis une fois que ce banchage est monté jusqu'en haut, on a fait un petit toit en tuiles, et puis on a fait ensuite un enduit terre, que vous voyez ici. Donc là, c'est fini, avec un petit bardage bois, parce que là, en observant, toujours dans notre design, on s'est aperçu que ici c'est le mur, enfin c'est à l'ouest, ça fait un pignon à l'ouest, et en fait quand il pleut, la pluie tombe essentiellement à cet endroit-là. Donc à cet endroit-là, on a fait un bardage en châtaignier pour éviter que ça vienne trop abîmer l'enduit en terre. Si on peut donner une indication financière, si ça vous intéresse, là on est à 600 €. Donc effectivement, en permaculture, vous allez avoir des prix comme ça. Ça veut dire que c'est 600 € de matériaux, c'est quasiment que de la récup, mais c'est beaucoup d'heures de travail. D'accord ? Voilà. Donc on a organisé un chantier participatif sur 2 jours. On a mis 2 jours à faire le banchage. Donc le samedi, il y avait 14 personnes et le dimanche, 16 personnes. Comment ? Tu as récupéré les bouchons. Non mais on les avait déjà mis les bouchons. Non là c'est plus les canettes de bière. Et donc ces personnes sont venues nous donner un coup de main, et en échange, nous on leur a expliqué, enfin on a transmis la technique qu'on utilisait pour faire ce mur. Je dois vous avouer que je suis extrêmement scotchée quant à la qualité thermique de ce mur. Parce que vous avez vu là, il y a les nuits dernières, il a fait 5-6 degrés la nuit. Nous on a un salon qui est assez grand, il fait 60 mètres carrés. Et quand on descendait le matin dans le salon, on sentait, s'il faisait 6 degrés dehors, voilà, on mettait la petite laine. Et là, moi, j'étais scotchée. Je dis à mon mari, je lui dis, mais c'est pas possible. Et je sais pas, on a mis des radiateurs, il y a quelque chose, parce qu'il fait pas froid dans le salon, quoi. Vraiment, c'est très, très impressionnant, la qualité thermique. On n'a pas mis de chauffage. Et on n'a pas allumé le chauffage. Et on a eu juste pour vous dire, on en a eu pour 70 € de paille, c'est ça, hein. Voilà. Donc ce qui a coûté en fait le plus cher, c'est le bois, parce qu'on a mis du chêne, enfin voilà, on voulait mettre de la qualité. Mais voilà, c'est quelque chose qui est
qui revient très peu cher par rapport à ce que ça produit. Voilà. Une autre réalisation, donc ça c'est notre jardin potager que nous avons fait en butte. Donc Bruno vous disait tout à l'heure qu'on a une 50aine d'arbres. Donc on a par exemple toute une allée de charme. On a référencé, on a regardé l'autre jour, on a à peu près 25 arbres fruitiers dans le potager. Beaucoup plus que ça. Plus que ça, bon, plus que ça. C'est assez dense au niveau de la culture, mais c'était notre objectif, c'était de pouvoir faire quelque chose d'assez dense. Et cet été, on a pu remarquer que ça permettait vraiment aux légumes du coup de pousser à l'ombre des arbres et de pouvoir pousser parce que c'était hyper sec, quoi. Donc voilà, là c'est une photo de. Alors on mélange tout, nous, c'est voilà, on n'a pas une rangée de tomates. Vous avez des tomates, des baies, des betteraves, des salades, enfin tout est mélangé. On a fait l'acquisition d'une serre, pareil, c'était de la récup. On a un ami qui nous dit ouais, je m'achète un tunnel, là j'ai une serre, je sais pas quoi en faire. Ceux qui veulent bien venir la démonter, je leur file. Bouge pas, on arrive. Donc on a démonté la serre et puis on l'a mise là, ce qui nous permet, là on a encore des tomates actuellement, des tomates, des concombres, on croule sous les concombres. Et puis là vous pouvez voir, c'est une petite cabane de jardin qu'on a construite uniquement en terre paille, avec un toit végétalisé. Et derrière vous avez des cuves de récupération d'eau de pluie, parce qu'il nous en faut quand même. On a 4 cuves de récupération d'eau de pluie. Bon, j'avoue que cet été c'était limite, parce que comme il a fait hyper sec, voilà, c'était super sec, donc on s'est dit pourvu qu'il pleuve, parce que là on commence à... Et puis comme vous l'a signalé Bruno tout à l'heure, nous récupérons notre eau de pluie que nous buvons, bah voilà, c'est pour ça qu'on a plein de bouteilles de pinard, parce que comme il n'y avait plus d'eau, on est obligé de boire du vin. Ben voilà. Voilà sur... Comment ? Ajouter quelque chose sur le potager. En fait, le défi du potager, je ne sais pas si vous aviez vu dans nos manques, c'était de refaire un sol et d'avoir un potager productif. Ça faisait 10 ans qu'on faisait le potager et c'était une catastrophe. On ne comprenait pas pourquoi. On prenait des conseils partout, on nous disait il faut faire ceci, cela, on faisait ceci, cela. Ça ne marchait pas, ça marchait chez les autres mais pas chez nous. Quand on a fait le design, on a bien observé la qualité de notre terre. Et en fait, notre terre, c'était une terre qui n'avait pas du tout d'argile. Et là, ça posait un problème parce qu'en fait, ce n'était pas une terre très légère. Dès qu'il pleuvait et que quelqu'un marchait un peu dessus, ça se transformait en béton. Et donc, rien ne poussait. Quand on a compris ça, on y a remédié. Ça veut dire qu'on a fait des buttes auto-fertiles. Ce n'est pas nécessaire de faire ça partout, mais on a enterré du bois, on a fait différentes couches de végétaux. On les a fait, les majorités, on les a fait l'hiver dernier. On a eu une production mais phénoménale. Depuis 2 ans, on a une production assez conséquente de légumes. À mon avis, on n'est pas encore au top, mais ça progresse assez rapidement, c'est même surprenant. Et une dernière chose que je rajoute quand même. Alors donc le potager, en fait, on a une production qui se place sur à peu près toute cette partie-là. Et en fait, quand on a pensé notre design, Bruno m'a dit comment tu veux faire le potager, comment tu l'imagines, etc. Et je lui ai dit je ne sais pas trop. Et de par ma profession, je me suis dit tiens, je vais utiliser une de mes techniques. Et en fait, j'ai fait grossièrement, je vous le dis comme ça, une visualisation de ce que je pouvais avoir envie. J'ai imaginé des trucs, c'était grandiose, plein de belles choses. Et puis quand je suis revenue à moi, j'ai pris une feuille de papier et puis j'ai commencé à noter. Et je lui ai dit, en fait, voilà, moi ce que je vois, c'est un potager en forme de mandala. Je ne sais pas si vous connaissez les mandalas. C'est un système, c'est un circulaire, si vous voulez. Là, ça faisait un peu comme une fleur. Et je lui dis, moi, je vois le truc sur un peu comme un plateau de fromage. Vous savez qu'on fait tourner et puis on est assis sur son banc. Tiens, je voudrais ce fromage-là. Voilà. Donc, je lui dis, en fait, moi, je vois ça dans ma visu. Ah, bien, il m'a dit, là, le truc qui tourne, ça va peut-être être compliqué. Mais en effet, ça pourrait être sympa de faire un système de mandala. Donc, en fait, notre potager, c'est plein de buttes qui sont faites un peu sur enfin pas un peu d'ailleurs, carrément sur le système du mandala, et en fait on se promène dedans. Et j'avoue que c'est super sympa parce que ce soit le matin ou le soir, je vais quasiment tous les jours
me balader, ça fait une promenade. Je vais me balader entre mes légumes. Alors moi, je leur parle, mais ça m'appartient. Je leur demande comment ils vont, s'ils ont passé une bonne journée, s'ils ont soif, tout ça. Mais c'est vraiment très sympa de pouvoir comme ça se déambuler dans son potager sans se taper des grandes allées. Là, c'est une balade en fait. Et il y a des personnes, on a des amis qui sont venus ce week-end. Et elles me disaient, waouh, moi j'adore ton potager parce que c'est une balade quoi. On prend une allée, on ne sait pas du tout où on va aller parce que c'est sinueux, ça fait plein de courbes comme ça. Voilà, c'était la petite anecdote, mais moi je l'aime bien. Dernier retour d'expérience, c'est un retour d'expérience plutôt collectif. Donc on vous a parlé du contexte général, on vous a parlé de notre design, de notre propre expérience. Et l'an dernier, on a voulu avec Laurence faire partager notre expérience à des gens qui sont volontaires pour commencer à faire leur transformation, commencer à faire la transition, le basculement vers un monde différent. Donc le collectif Les Arts Perma est né il y a 1 an, à rencontre de 2 compétences. C'était facile. On l'a déjà présenté, donc Laurence, l'écologie intérieure et Bruno, l'écologie extérieure. L'objectif, c'était vraiment de mettre les gens qui voulaient se mettre en action, leur donner un cadre possible et de les accompagner. Ça veut dire qu'on leur a dit, ok, vous voulez faire un changement, on vous propose de faire un design, donc votre projet de vie. Et on s'est retrouvé avec des personnes qui voulaient changer de boulot, qu'on avait marre, ils voulaient changer de boulot, ils voulaient se nourrir par eux-mêmes et puis ils voulaient avoir une jolie maison et pas trop consommer dans la maison. Il y en a d'autres qui voulaient baisser leurs revenus pour avoir plus de temps. Donc par exemple travailler à mi-temps, est-ce que c'était possible, envisageable avec la permaculture, etc. Ça a été une aventure fantastique. Juste pour revenir avant au collectif, le postulat, c'est vraiment ceux qui veulent changer, changez-vous, et puis vous verrez, autour de vous, ça changera quoi. C'est la fameuse phrase de Gandhi, hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Bon, c'est une phrase assez bateau, mais nous, on y va quoi. On ne le dit pas seulement. Donc on a accompagné 13 personnes, il y avait 9 projets en tout. 13 personnes, il y avait des couples. Pendant 9 mois, donc ça on a bien aimé 9 mois, c'était une belle gestation. Et on s'est rencontrés tous les mois, très régulièrement. Il y avait du boulot collectif, des restitutions, du travail en groupe, mais aussi du travail en intercession individuelle. Donc là ça demandait un peu d'implication, c'était pas forcément facile pour tout le monde. On avait fixé un cadre. Et donc c'était un cadre de bienveillance et de confidentialité. Récemment, on a été sollicité par l'université d'Amiens qui souhaiterait venir voir ce qui se passe dans ce groupe. Alors super, on se dit waouh, quel succès! Mais finalement, ça ne nous plaît pas tellement. On en a discuté ensemble avec Laurence parce qu'il y a ce côté confidentialité. C'est important que les gens se sentent en sécurité dans ce groupe-là parce qu'il y a des choses assez personnelles. C'est le projet personnel, quoi. On met ses tripes dedans. Et puis soit acteur. Là, il y avait une observation. Voilà, vous voulez observer. Une anthropologue. Nous, on voudrait que les gens soient acteurs, les observateurs, on n'en a plus besoin. Il y en a plein d'observateurs partout. Alors, le bilan qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on a vu des difficultés. Chez les participants, les premières difficultés, ça a été dans l'observation. C'est très difficile d'observer. Donc déjà avec ces 5 sens. Et sans jugement. On a tendance à faire des jugements. À chaque fois qu'on voit un truc, attaque. Ou on réfléchit, ah ouais, ça je le vois, donc je vais faire ça, et ça y est, on est déjà projeté dans l'action. L'observation, c'est un temps qui doit durer normalement en permaculture, qui doit être le plus long, 1 an. 1 an, c'est énorme. On ne prend jamais ce temps-là. C'est pour ça que le collectif, on veut que ça soit quelque chose de lent, que ça dure sur 9 mois, que ça ne soit pas une petite formation qu'on fait à la va-vite comme ça. D'accord ? Entre parenthèses, le collectif, nous, on fait ça gracieusement. Il y a plein de gens qui font des formations en permaculture qui sont payantes. Alors, très bien, il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Nous, on ne gagne pas notre vie avec ça, donc on propose nos services
gracieusement, mais à nos conditions. Ça veut dire que c'est des groupes réduits, il faut que nous, on nous trouve du plaisir, et c'est le partage de nos surplus. On a eu aussi des blocages personnels internes, la difficulté de passer à l'action. Beaucoup avaient conceptualisé, imaginé, super, tant que c'était dans le mental, c'était super, mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu as fini tes 9 mois, là, au mois de juillet, tu fais quoi pour ton design? Eh ouais. On a remarqué aussi que les gens qui avaient débuté une transformation intérieure, en gros un travail sur soi, eh ben, ils étaient carrément plus engagés dans le processus de design. Le design, ce n'est pas un travail sur soi, hein, c'est pas la psychothérapie, mais on va influencer ce changement. Donc si vous avez une petite amorce déjà sur un travail personnel, ben, ça va aider. On a eu des échanges qui étaient vraiment très profonds et authentiques. Ça, c'est assez riche pour le préciser. Et puis le groupe, il y a eu énormément d'entraide dans ce groupe. Ce qu'on a pu constater, c'est que tous, à la fin, avaient évolué. Mais bien sûr, à chacun son rythme. Il y en a qui sont partis comme des fusées, puis il y en a d'autres qui ont pris le temps. C'était exceptionnel. Une personne qui était pleine d'énergie au départ, qui me dit « je vais faire ceci, je vais faire cela », qui était sûre. À la fin de son design, elle a dit « je vais prendre le temps de la réflexion ». Waouh! Excellent, excellent. Mais elle a la méthode, donc elle va le faire, mais elle ne va pas le faire tout de suite. Vraiment, elle prend le temps, ça c'est super riche. Alors, maintenant, nous on a... Tu n'as pas montré le design juste avant. Le design de Delphine, ouais. C'est l'un des résultats qui a été obtenu par une personne du groupe. Voilà, je ne vous l'expliquerai pas parce que c'est assez complexe, mais voilà. C'est son résultat. Dans le design, il y a des choses qui se mettent sur des cartes et puis il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre sur des cartes. Parce qu'il y a des éléments invisibles. Maintenant, vous nous avez écoutés de façon très sage et on vous remercie, c'était super. Mais ce qu'on vous propose, c'est d'arrêter de nous écouter, de passer à l'action. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même urgence. Par contre, on comprend bien que le niveau d'implication que vous pouvez avoir risque d'être différent. Donc on a mis par niveau, vous voyez, c'est le niveau de difficulté, c'est un peu comme au ski, là. Il y a les pistes pour les oursons et puis il y a la piste noire. Premier petite transformation que vous pouvez faire, c'est lire un roman. Alors on ne fait pas de pub, mais on a bien aimé ce roman-là, on l'a lu cet été. C'est Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel. Ça vous donne déjà un petit aperçu du changement que vous pouvez effectuer. Ensuite, il y a un magazine. Vous pouvez vous abonner à ce magazine, c'est le magazine de la permaculture. Vous allez retrouver, donc c'est Éco-Passerelle, vous allez retrouver des annonces sur les chantiers participatifs, sur des lieux à aller vivre quelques semaines dans certains lieux en permaculture, etc. Enfin, il y a plein des articles, c'est vraiment très riche. Et ensuite, vous avez toute une ribambelle de formations. La première formation, c'est un MOOC, donc c'est une formation sur Internet qui est gratuite. Beaucoup de formations d'initiation à la permaculture sont payantes et des fois horriblement chères. 400 € pour une initiation, vous n'y allez pas, c'est de l'arnaque. Je vous le dis. L'initiation, normalement, c'est 100 €, ça va. Il n'y a pas que moi qui suis aux finances. Ouais. Donc le MOOC, conception permaculturelle, ça équivaut à une introduction en permaculture. Ça se construit en ce moment. Il faut s'inscrire en ce moment. C'est les Colibris qui font ça. En partenariat avec l'UPP. L'UPP, c'est l'Université populaire de permaculture. C'est-à-dire que le Colibri donne la structure, le site internet, etc. Ils ont cette expérience-là. Et l'UPP donne les formateurs le contenu. Ensuite, vous pouvez faire, comme j'ai fait il y a 2 ans et demi, vous pouvez faire un cours certifié en permaculture. Là, ça dure 15 jours. Déjà, on commence à être dans des choses impliquantes. Mais ça vous change la vie. Moi, je suis rentré de là, j'étais un zombie.
Dans le bon sens du terme. Un bon zombie. Donc vous allez sur le site l'UPP, Université Populaire de Permaculture, vous allez trouver, ils ont des formateurs agréés et les formations normalement ne sont pas chères. Ne soyez pas surpris, moi j'ai eu peur au départ. Pour les 15 jours on me demandait 600 €, logé nourri. Je dis il y a une arnaque là ou quoi? Non, c'est à peu près ça la permaculture. Alors ça peut aller de 600 à 1000, 1500 €. 3000 € déjà c'est trop cher. D'accord? Ça veut dire que c'est destiné à des professionnels, c'est pas destiné à des individus. Et encore. Et puis alors le must du must quand même, l'implication, c'est pour les purs et les durs, l'implication qui va vraiment bouleverser les choses, c'est d'être accompagné au design de votre vie avec le collectif Les Arts Perma qu'on anime cette année. Alors, il y a déjà pas mal de personnes qui ont postulé. On a un nombre de places limitées, on veut limiter à 10 projets, pas plus. Il nous reste 3 places pour 3 projets. Donc si vous voulez en faire partie, manifestez-vous, mais rapidement. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Bah oui. C'est pas beau ça. C'est beau. Voilà, on se tient. On se tient à vos dispositions pour les questions. Sur le plan, c'est tout à l'heure, il y avait un numéro, c'était 18, c'était tracteur à poules. Oui, Ah. faut venir voir. Bah, en fait, c'est comme on a décidé de changer de voiture, on va utiliser les poules pour tirer. Non, je plaisante. C'est une boutade. Alors, le tracteur à poules, c'est quelque chose qu'on a fait avant le design et qui, en fait, n'est plus nécessaire dans notre design actuel. Mais je peux t'expliquer ce que c'est. C'est quelque chose de très intéressant. Ça peut être utile dans d'autres conceptions, dans d'autres designs. C'est en fait un enclos de poules, mais amovible. Sans fond. Ça veut dire qu'en fait, toutes les crottes de poules, quand elles vont gratter, etc., elles vont abîmer le sol et tous les 15 jours, tu bouges de place. Ça veut dire qu'en plus, elles vont te laisser des crottes sur place. Donc, je le servais au départ pour fertiliser et gratter le potager. Maintenant, j'ai plus besoin que personne me gratte le potager. Je ne veux pas que ni les poules ni les oiseaux grattent le potager. Mais voilà, c'est ça un tracteur à poules. D'ailleurs, à ce propos, les poules sont très utiles pour enlever les mousses, pour nettoyer entre les framboisiers, les choses comme ça. Bon, faut savoir que les framboises du bas, bah, ça leur appartient. Hein. Voilà, toute peine mérite salaire. Mais c'est vrai que c'est impressionnant l'intérêt d'avoir des poules dans la qualité de votre sol, quoi. C'est vraiment. Puis vous avez des œufs. Enfin bon, voilà, ça vaut le coup quand même. Oui. Ah ah. Secret. Vous pouvez, pour réserver pour le 14 et 15, vous pouvez aller sur le site Les Arts Perma. Vous faites contact et vous arrivez directement. Vous dites voilà, je veux réserver pour le samedi ou pour le dimanche. Donc le samedi commence à être bien plein. Le dimanche, il y a encore des places. Faites vite parce c'est pareil, on va limiter à 30 au niveau de la visite. On ne veut pas que ça soit 50 ou 60 personnes, ça n'a plus de sens parce qu'on ne peut plus répondre aux questions, on ne peut plus être en interaction avec les personnes, quitte à refaire des visites d'autres jours. Hein. Ouais. Je conçois bien cette réflexion pour quelqu'un qui a une maison. Est-ce que vous avez accompagné des gens qui sont en appartement? On n'en a pas accompagné, mais moi j'en connais. Alors cette année on n'en a pas accompagné, mais c'est tout à fait possible en appartement. Les contraintes en permaculture sont des richesses. Ça veut dire que c'est avec les contraintes qu'on fait. Il y a plein de gens qui me disent oui mais chez toi c'est comme ça, moi chez moi c'est différent. Ok, c'est une contrainte pour toi. Il y en a, ils n'avaient pas de finances. Ils n'avaient pas le savoir-faire. Il y a une personne quand même qui s'est lancée dans la rénovation en terre-paille d'un habitat. Elle n'était pas bricoleuse. Elle n'avait pas le savoir-faire, elle avait un petit peu d'argent et elle n'avait personne pour l'aider.
Elle s'est retrouvée juillet et août avec plein de gens pour l'aider. C'était un miracle, je ne sais pas d'où sortent ces gens. Un gars qui l'a aidé au niveau technique, qu'elle a payé, et qui maîtrisait très bien le terre-paille, qui maîtrisait très bien l'ossature bois, etc. Donc les compétences, il ne faut pas croire, mais on va les chercher, quoi. Et c'est aussi ça l'entraide dans le réseau, dans le collectif qu'on peut avoir. Ouais. Après, si justement vous avez un appartement, moi je vous invite à rejoindre le collectif pour pouvoir vous essayer un design sur votre type d'habitat, parce que c'est intéressant aussi de voir comment on peut transposer cette méthodologie sur différents espaces. Et ça serait une belle illustration et une belle découverte aussi pour nous de le voir sur on va dire un espace plus restreint, mais qui a plein de possibilités, qui a d'autres possibilités justement. Juste pour répondre à ça, la contrainte, mais des trucs fous, quoi. À un moment donné, il y a une personne dans le groupe qui dit moi je veux à tout prix une piscine. Une piscine en Picardie, une piscine, mais c'est pas écolo, c'est pas du tout permaculturel. Merci également. Bonsoir. En groupe, on a travaillé. Ça marche. Au niveau du design, sur la piscine, on a trouvé plein de liens. Et on a fait un truc mais de malade, quoi. Vraiment, on s'est retrouvé avec quelque chose, mais on dit tout le monde va avoir une piscine. Alors si c'est tellement intéressant d'avoir une piscine, je ne vous encourage pas à avoir une piscine, mais juste, on a des idées conçues, préconçues, et puis après, finalement, quand on mouline dans le processus, on est créatif, quoi. C'est vraiment s'adapter à son milieu. On est dans un monde qui va changer, qui va avoir des chaos, etc. Et la créativité, c'est notre richesse. Vraiment, il faut s'habituer à ça. Ouais. On a vu, vous avez parlé d'éoliennes. Plus fort parce que les autres. Vous avez parlé d'éoliennes dans le listing. Vous l'avez installé, l'éolienne? Oui. C'est un projet? C'est installé, ouais. Et l'électricité produite, elle est stockée dans une batterie ou elle est revendue? Elle est stockée dans une batterie avec les panneaux photovoltaïques. Donc on a une petite production de panneaux photovoltaïques, 5 panneaux en photovoltaïque, des très petits. Mais on a fait un travail en amont. Il faudrait venir à la maison pour qu'on vous explique tout le travail en amont qu'on a fait. Parce qu'il y a un travail de réduction des consommations d'abord. Et l'éolienne finalement produit très peu parce qu'elle n'est pas adaptée. Ça, si on avait fait le design, on n'aurait pas du tout choisi une éolienne comme ça. On l'aurait fait nous-mêmes. Oui, parce qu'on parle je fais référence au diapo tout à l'heure de la technologie. C'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de technologies à notre disposition, mais c'est vraiment important en permaculture d'avoir une réflexion en amont, de se dire aujourd'hui, par rapport à notre surface habitable et ce qu'on a dans notre maison, on va nous conseiller, parce que voilà, les sociétés de conseil vont même surdimensionner ce qu'ils pourraient vous vendre. Ils vont vous dire, vous avez, je sais pas moi, 5 ordinateurs, une télé, machin, il vous faut tant de panneaux pour correspondre à votre consommation d'électricité. Or, la réflexion, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de 5 ordinateurs? Est-ce qu'on a besoin d'une bouilloire électrique? Est-ce qu'on a besoin d'un micro-ondes? Est-ce qu'on a... Voilà, on regarde tout ça et on se dit, qu'est-ce que finalement on peut déjà retirer de ce que l'on a? Nous, micro-ondes, c'était quelque chose qu'on n'utilisait pas. On en avait un, mais on ne l'utilisait pas. Putain, on l'a enlevé. Bruno, il me dit, la bouilloire électrique. Je dis, ah non, ça, moi, je veux la garder. Parce que, si vous voulez, c'est aussi regarder notre confort. Pour moi, avoir une bouilloire électrique, c'était un confort, parce que j'ai tendance à allumer, à aller faire autre chose. Et quand j'avais pas la bouilloire électrique, même si elle sifflait, je ne l'entendais pas. Donc je revenais, j'avais plus d'eau dans ma bouilloire, ça avait brûlé pendant je sais pas combien de temps, donc c'était pas du tout économique. Donc si vous voulez, c'est de pouvoir regarder un petit peu quelle est notre consommation et comment on peut la réduire. Donc on va la réduire toujours dans une notion de confort. Et c'est seulement après qu'on va regarder, aujourd'hui on est rendu à telle consommation, combien de panneaux photovoltaïques il nous faut, est-ce qu'il nous faut une éolienne, etc. Et en fait, toute la réflexion est déjà de travailler sur ces postes-là, avant de dire « ouais, je mets une éolienne, je mets 10 panneaux photovoltaïques ». Non, ça n'a pas forcément de sens. On est d'abord travailler sur la sobriété, quoi. Et puis, je rajouterais, moi,
vraiment à... Vous anticipez, vous. Comme nous, vous êtes en train d'anticiper. Ça veut dire que vous avez un peu de temps d'avance. Ce que vous y mettez maintenant. Donc, soyez pas dur avec vous-même, soyez pas extrême. Si vous avez besoin de confort, acceptez ce confort. Vous êtes en période de transition, on y va doucement. On n'est pas obligé de se faire mal. Hein? Donc, voilà. On fait de la transition tranquille, à son rythme. Moi je voulais... Oui, il y a une autre question. Tout à l'heure, on parlait de porter un regard holistique. Donc, en soi, d'accepter de vivre ensemble dans un monde complexe. Est-ce qu'en une certaine mesure, c'est se désintéresser des sciences fondamentales complexes qui cherchent à... J'ai pas entendu. Se désintéresser de... Des sciences complexes. Non. Ouais. Bon, alors on n'est pas en cours de philo là, mais non, c'est pas de se désintéresser de ça. Bonsoir. C'est de pouvoir les utiliser, mais des fois ça sert à rien justement de rester dans le mental et d'aller chercher plein de choses. Des fois la simplicité, elle est là, quoi. Mais c'est important quand même de garder ça en ligne de mire, parce que oui, on peut en avoir besoin. Je pense justement à une éolienne. Mine de rien, une éolienne, c'est pas juste un petit truc qui tourne comme ça avec du vent. Il y a toute une réflexion technologique dont on peut avoir besoin pour la réaliser. Un poêle rocket stove, c'est pareil. Nous, quand on a réalisé notre poêle à accumulation de chaleur, on s'est posé énormément de questions, si ce n'est un truc... Enfin, moi je vais dire bête, mais peut-être vous allez contredire, mais la répartition des charges, parce qu'un poêle de masse, ça fait 2 tonnes. On s'est dit, bon, parce que nous avant on avait une cheminée, allez hop, on vire la cheminée, on fait un poêle de masse. Et Bruno me dit, ouais, mais quand même, comme on ne sait pas comment c'est fait en dessous, si on pose notre poêle sur le sol, ça risque de descendre d'un étage, quoi. Donc oui, bien sûr, on va utiliser quand même toute cette réflexion, hein. C'est pas de faire abstraction, au contraire, moi je pense même que c'est important d'avoir ces outils-là pour pouvoir optimiser la qualité de ce qu'on va mettre en place. J'allais parler des toilettes sèches, alors je ne sais plus pourquoi, mais c'était par rapport à l'eau et la réflexion qu'on peut porter sur ça. Quand nous, on a décidé de mettre des toilettes sèches à la maison, on s'était posé la question de récupérer... Ah oui, si, c'est par rapport au confort. Ça, je sais pourquoi je parle de ça. On s'était posé la question, enfin surtout Bruno, parce que lui, ça mouline beaucoup. Hein. Il a toujours plein d'idées. On l'appelle un peu professeur... je sais même plus... Géo trouve tout, voilà. Parce qu'il n'arrête pas. Enfin bon, voilà. Des fois, je lui dis, oh là, on se calme. Et donc il me dit, ouais, j'ai une nouvelle idée pour réduire notre consommation d'eau. Je vais faire un système de récupération d'une maison avec des étages. Je vais faire un système de récupération des eaux grises de la salle de bain du haut qui vont arriver dans la chasse d'eau des toilettes qui sont au milieu. Comme ça viendra alimenter machin, tout ça. Et là, moi, j'ai commencé à voir centre Beaubourg à la maison, des tuyaux partout. Et là, je lui dis, non, là, stop, on se calme. Moi, je veux pas des tuyaux partout, je veux quelque chose d'esthétique quand même. Je veux du confort, donc je sais pas, cherche autre chose parce que là, ça va vraiment pas le faire. Et là, je dirais que c'est sa partie technologique, c'est que lui, il part sur des trucs, ça part, ça. Mais dans le confort, et là, je fais plus côté du féminin, le confort, l'esthétique, ça le fait pas, quoi. Et souvent, comme ça, on vient un petit peu se titiller sur nos compétences, justement, et sur notre vision des choses. Parce que si je le laisse faire, enfin voilà, c'est plus une maison qu'on a, c'est un centre expérimental de plein de choses, quoi. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de poubelles et de pollution. Ils récupèrent toujours plein de trucs. Enfin, je dis ça, mais moi aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a intégré dans notre design. C'est-à-dire qu'on récupère plein de choses, mais au bout d'un moment, si on ne s'en sert pas, on redispatche dans notre réseau. Et si personne prend, là, ça va à la recyclerie ou à la poubelle. Mais parce que sinon, ça devient... Enfin voilà, on récupère plein de trucs, on récupère, puis à un moment donné, on ne sait même plus que c'est là, d'ailleurs. Et puis, ça devient la décharge ambulante, quoi. Donc ça, c'est aussi le côté esthétique. Je voulais revenir sur le complexe parce qu'en fait, c'est intéressant ta question. Le complexe, en fait, il faut l'intégrer. On a le droit de l'étudier scientifiquement, le complexe. Si on arrive à avoir toutes les données, mais on sait scientifiquement qu'on n'a pas toutes les données.
toutes les recherches scientifiques, ils disent mais on connaît même pas 10% de ce qu'on pourrait connaître. Donc il y a des limites énormes à appréhender ce complexe. Donc à un moment donné, il faut aussi être humble et dire on ne connaît pas quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'imiter la nature. On le fait mal, on est très mauvais. Même avec un design, on est très mauvais. Mais on est mieux que rien faire. Et puis, je voulais rebondir sur les toilettes. Les toilettes, c'est un exemple de solutions simples. Et en fait, la technologie de demain, c'est ça. C'est trouver des solutions simples qui répondent vraiment à un besoin, mais qui répondent de façon efficace et de façon, hyper simple. Et ça, c'est compliqué de trouver cette solution-là. Quand on fait de la technologie, les gens qui font de la technologie aujourd'hui, pour transporter un fluide, pour mettre du chauffage dans une maison, ils mettent une pompe. Ils ne se posent pas de questions. Avant, il y avait des chauffagistes. L'eau est chauffée, elle montait naturellement dans les étages. Ça, c'était de la science. Ça, c'était de la technique, quoi. Il y avait un savoir-faire. Oui. Alors plus fort. Plus fort, ce qu'on... L'observation, c'est censé durer 1 an depuis qu'il y a des Alors, tu compléteras ce que je vais nommer. Au niveau des observations, alors il a dit, ça va se faire par rapport à ces différentes zones qu'il a nommées, les 5 zones et la 6e qui est plus la zone de notre environnement. On va être amené dans un premier temps, à utiliser nos 5 sens, c'est ce qu'on nommait. Pourquoi ? Parce que c'est encore de partir de ce qu'on a comme ressource, qui est une belle ressource, et de pouvoir simplifier au maximum. Je veux dire, quand on fait un design, si on est dans un lieu où finalement c'est pas confortable, on peut ressentir de l'humidité, il y a des endroits par exemple où on va se positionner dans un espace où il y a quelqu'un qui va dire moi j'aime pas cet endroit, je me sens pas à l'aise, je sais pas l'expliquer mais je me sens pas à l'aise. Ça c'est quand on fait appel à nos 5 sens, d'accord ? Donc ces éléments-là sont importants. Ensuite, il y a toute la partie observation, parce que nos sens sont en lien avec la météo quand même, avec les saisons. Il y a un endroit où, par exemple, je pense à quelqu'un justement sur les designs, elle dit mais j'aime pas être dans ce lieu-là parce que c'est hyper humide, l'hiver il y fait froid, j'aime pas, je suis pas à l'aise. Et puis en fait, à l'été, elle s'est aperçue que c'était un lieu qui était super agréable parce que justement quand il fait très chaud, eh bien, il y fait frais dans ce lieu-là. Vous voyez, donc c'est un petit peu voir tout notre environnement aux différentes saisons pour avoir un ressenti. Et un ressenti qui peut être un moment pas agréable, peut être au même endroit agréable à une autre saison. Donc du coup, tiens, je prends conscience de ça, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Est-ce que je considère que de toute façon on est en Picardie et que des étés chauds, il n'y en a quand même pas, c'est pas ce qu'il y a le plus souvent, quoique, on y vient de plus en plus. Donc je vais plutôt rester sur le fait que c'est un coin humide et que du coup je vais pas, je sais pas moi, mettre un espace de détente. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là en fait qui vont varier en fonction de soi. Par exemple, vous avez dit que ça pleut plus à un endroit qu'à un autre. Alors c'est pas forcément qu'il pleut, c'est une question d'humidité, parce que quand il pleut, on peut mettre un pluviomètre, mais enfin ça ne nous donne pas beaucoup d'éléments. Par contre, c'est une question d'humidité de l'espace. C'est ça qu'on va observer. Est-ce que là, je suis dans un endroit humide ? Là, je peux être dans un endroit qui est beaucoup plus sec. Et qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que mon idée, c'est d'avoir plein d'endroits humides dans mon espace ? Il y a des personnes qui aiment. Ou que des endroits secs. C'est plutôt dans ce type-là. Et ça, c'est vraiment les 5 sens qui vont être sur le ressenti. Après, tu peux venir observer sur le lieu. Ça veut dire qu'après une pluie, tout simplement, tu regardes. Tiens, ça coule là, comme ça. Ça veut dire que là, il y a une pente et il y a un ruisseau naturel qui se fait. Tiens, là, il y a une rétention d'eau. Peut-être que c'est l'endroit où je ferai ma mare, puisque naturellement, il y a une rétention d'eau qui se fait. Là, tiens, il y a une zone de gel. Là, le gel, il persiste en permanence. Là, je vois le blanc là, de l'hiver, ça reste en permanence. Là, il y a une poche de gel.
C'est comme ça qu'on identifie des zones, par exemple, sur un lieu, mais ça peut être aussi sur toi. C'est, tiens, là, avec telle personne, je suis comme ça. Là, je suis à l'aise avec ce type de personne, je suis à l'aise dans un lieu. Tu vois, tu es en même temps un indicateur et en même temps un observateur. En fait, tous les paramètres d'observation, on les a déjà, par contre, on ne les développe pas. Juste une petite histoire, il y a eu mais vous la connaissez peut-être, il y a eu un tsunami en 2004, je crois, dans le sud asiatique. On se souvient tous des touristes qui étaient en train de jouer à récolter des coquillages, alors que les vagues arrivaient. Les touristes n'ont rien vu. Les gens au niveau local n'ont rien vu. Par contre, les animaux, ils étaient partis 2 heures avant. Ils avaient senti les vibrations. Et plus surprenant, des peuples ou des tribus qui étaient très peu civilisés, notre fameuse civilisation, qui vivaient dans ces endroits-là, ils sont partis 2 heures avant aussi, avec les animaux. Ça veut dire que quand je parle d'intuition et de bon sens, au début de la présentation, c'est ça. C'est ça qu'on doit retrouver. Est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce que par exemple à l'échelle d'une ville, ça vous semble envisageable de planifier le vin avec ça? Est-ce que justement cette intuition, perception holistique, elle a besoin d'une échelle qui est J'ai pas entendu moi, de planifier. Là, tu imagines agrandir le système. Est-ce que c'est possible ou est-ce que justement c'est une impasse? Les systèmes en permaculture, c'est multidimensionnel. Ça veut dire que tu es un système, mais tu crées une association, tu as 10 personnes, tu es un système. Une ville, c'est un système. Un pays, c'est un système. Ça veut dire que tu peux le faire à différentes échelles. La permaculture n'a pas de vue politique en France. Hein. Donc, ils ne se présenteront jamais au présidentiel. Enfin. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Juste pour te donner un exemple, les architectes, par exemple, pourraient utiliser cette technique-là. Il y en a qui le font. C'est de regarder aujourd'hui des archis, ils construisent leurs immeubles ou leurs bâtiments, et puis ils vont faire des allées parce qu'il y a un côté très design, mais plutôt design esthétique. Donc on va faire une petite allée à cet endroit-là, machin. Et j'ai rencontré une archi une fois qui m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit, moi, quand on me demande de faire un plan, je mets les bâtiments et je fais aucune allée. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, ouais, j'attends et j'observe pendant quelques mois, et après je vois où les gens sont passés. Et elle me dit, et quand les gens finalement, naturellement, on va passer tous au même endroit, généralement l'endroit le plus court, hein. Et bien elle dit, après je fais mon allée à cet endroit-là. Et combien il y a de complexes, enfin de plans d'archi ou de création d'architecture, on voit des super allées là, bien faites et tout, et on voit des chemins à l'arrache qui passent en plein milieu de la pelouse. Pourquoi? Parce que l'abri de bus, il est à cet endroit-là, quoi. Et pour aller prendre mon bus, c'est galère de faire tout le tour pour aller à mon bus. Donc je coupe en travers. Et elle me disait ça, elle me dit, moi, voilà, j'observe. J'observe, tu vois, c'est juste... Moi, je pense que c'est possible. Il faut juste s'autoriser à se dire je prends le temps. C'est toujours une question de patience. Ouais, voilà. Ouais. C'est bien pour ça qu'il faut pas attendre les politiques. Il faut que nous on y aille. Et peut-être qu'après les politiques, on sait comment ils fonctionnent. Il y a quand même, excuse-moi, j'entends pas. Il y a quand même l'impasse de la propriété. Ouais, moi, bien sûr. Je dirais soit le changement que tu veux voir dans le monde. Moi, je suis ingénieure des systèmes urbains et je me demande qu'est-ce que je peux faire dans ce champ-là. Plein de choses. Ouais. Je suis désolée d'interrompre les questions, mais la sécurité du monde est d'aller à la salle à 30 et 10. D'accord. Donc il reste. Donc il est 20 là, c'est ça? Une question et on arrête. S'il y a une dernière question. Oui. Ouais. Si c'était facile d'appliquer. Plus fort pour les autres derrière. Si c'était facile d'appliquer cette méthode de permaculture
des enfants de bas âge qui sont un peu influencés par le monde extérieur en allant à l'école et puis en voyant d'autres avancées par les rencontres qu'ils ont dans le niveau scolaire notamment. Donc je donne la question pour ceux d'Oro. Est-ce que c'est facile de faire un design en permaculture dans une famille qui est influencée par toutes les influences extérieures de sollicitation commerciale ou scolaire? Voilà. Ça fait rentrer dans le design. Ça fait partie ce qu'on appelle des bordures. Ça veut dire qu'il y a des contraintes. Et donc on sait qu'on n'est pas dans un monde idéal. Il va falloir que tu les intègres à ton design. Et que tu n'auras jamais quelque chose de parfait, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas commencer, quoi. Nous, quand on a commencé notre design, on a 2 fils qui étaient ados, enfin adolescents et ados. Les toilettes sèches, ils n'amenaient pas leurs copines à la maison, quoi. Et quand ils les amenaient, je me souviens de notre aîné, quand il a eu sa copine, il lui a dit « Bon, tu vas venir à la maison, mais il faut que je te dise un truc avant. » Puis c'est genre, je mets la main comme ça, quoi. Alors, chez nous, c'est un petit peu spécial, tu vois, il y a des toilettes sèches, mais il y a quand même une toilette humide, puisqu'on a 3 toilettes. Donc, par exemple, en termes de confort, au dernier étage, donc c'est au second étage, on a laissé une toilette humide. Parce que Bruno m'a dit, c'est hors de question que je me trimballe dans les escaliers, parce que si je tombe, oui, en effet, en effet, c'est une bonne idée, ça. Donc, on a laissé une toilette humide, et il lui a dit, mais tu sais, il y a quand même une toilette humide en haut. Alors, elle a dit, ouais, ok, bon, super. Et en fait, elle adore les toilettes sèches, quoi. Voilà. Et quand ils étaient petits, on avait des camarades de nos enfants qui disaient « Ouais, mais nous, on aime bien venir chez toi, parce que d'abord, c'est vachement original, et puis tes toilettes, elles sont super sympas, quoi. » Donc, il y a le confort personnel, on le cherche, mais on cherche aussi le confort de la famille dans son ensemble. Si on voit qu'une des personnes de la famille ne se sent pas à l'aise, bien essayer de modifier... Bien sûr, mais ça on le fait rentrer dans le design, hein, c'est ce qu'on disait dans la zone 1. Il y a la cellule familiale. Et oui, moi j'ai un fils qui adore manger de la viande, qui aime boire des jus de fruits. Alors lui, il dit je suis antibiotique. C'est-à-dire que dès qu'il y a le label bio, il ne veut pas en manger. Bon, ok, on fait rentrer ça dans notre design. Voilà, donc dans le frigo, il y a des trucs bio, puis il y a des trucs pas bio, sinon ils ne les mangent pas, quoi. Bon, ceci étant, ils commencent à bouger. On va s'arrêter là parce que... On vous remercie. On vous remercie de... Je vous souhaite une bonne soirée.